En tout cas, cette constitution d'une historicité vivante a eu pour la pensée européenne de vastes conséquences. Aussi vastes sans doute que celles entraînées par la formation d'une historicité économique au niveau superficiel des grandes valeurs imaginaires. La vie, désormais vouée à l'histoire, se dessine sous la forme de l'animalité, la bête, dont la grande menace ou l'étrangeté radicale étant restée suspendue et comme désarmée à la fin du Moyen Âge, ou du moins au terme de la Renaissance, trouve au XIXe siècle de nouveaux pouvoirs fantastiques entre-temps. La nature classique avait privilégié les valeurs végétales. La plante portant sur son blason visible la marque sans réticence de chaque ordre éventuel. Avec toutes ces figures déployées de la tige à la graine, de la racine au fruit, le végétal formé, pour une pensée en tableau, un pur objet transparent au secret généreusement retourné à partir du moment où caractère et structure s'étageant en profondeur vers la vie. Ce point de fuite souveraine, indéfiniment éloigné mais constituante, alors c'est l'animal qui devient figure privilégiée avec ses charpentes occultes, ses organes enveloppés, tant de fonctions invisibles et cette force lointaine, au fond de tout, qui le maintient en vie. Si le vivant est une classe d'êtres, l'herbe mieux que tout énonce sa limpide essence. Mais si le vivant est une manifestation de la vie, l'animal laisse mieux apercevoir ce qu'est son énigme, plus que l'image calme des caractères. Il montre le passage incessant de l'inorganique à l'organique par la respiration ou la nourriture ou la transformation inverse, sous l'effet de la mort, des grandes architectures fonctionnelles en poussière sans vie. Les substances mortes sont portées vers les corps vivants de ces cuviers pour y tenir une place et y exercer une action déterminée par la nature des combinaisons où elles sont entrées. Et pour s'en échapper un jour afin de rentrer sous les lois de la nature morte. La plante
régner aux confins du mouvement et de l'immobilité, du sensible et de l'insensible. L'animal, lui, se maintient aux confins de la vie et de la mort. Celle-ci, de toutes parts, l'assiège bien plus. Elle le menace aussi de l'intérieur, car seul l'organisme peut mourir. Et c'est du fond de leur vie que la mort survient aux vivants. De là, sans doute, les valeurs ambiguës prises vers la fin du XVIIIe siècle par l'animalité. La bête apparaît comme porteuse de cette mort à laquelle, en même temps, elle est soumise. Il y a en elle une dévoration perpétuelle de la vie par elle-même. Elle n'appartient à la nature qu'en formant en soi un noyau de contre-nature, ramenant sa plus secrète essence du végétal à l'animal. La vie quitte l'espace de l'ordre et redevient sauvage. Elle se révèle meurtrière dans ce même mouvement qu'il a vu à la mort. Elle tue parce qu'elle vit. La nature ne sait plus être bon, que la vie ne puisse plus être séparée de meurtre. La nature du mal, ni les désirs de la contre-nature. Sade l'énoncé au XVIIIe siècle, dont il terrassait le langage, et à l'âge moderne qui a voulu longtemps le condamner au mutisme. Qu'on excuse l'insolence pour qui les 120 journées sont l'hiver veloute. Merveilleux des leçons de l'anatomie comparée. En tout cas, au calendrier de notre archéologie, elles ont le même âge. Mais ce statut imaginaire de l'animalité, tout chargé de pouvoir inquiétant et nocturne, renvoie plus profondément aux fonctions multiples et simultanées de la vie dans la pensée du XIXe siècle. Pour la première fois, peut-être dans la culture occidentale, la vie échappe aux lois générales de l'être, tel qu'il se donne et s'analyse dans la représentation. De l'autre côté de tout, les choses qui sont en deçà même de celles qui pouvant être, les supportant pour les faire apparaître. Les supportant
pour les faire apparaître, et les détruisant sans cesse par la violence de la mort. La vie devient une force fondamentale et qui s'oppose à l'être comme le mouvement à l'immobilité, le temps à l'espace, le vouloir secret à la manifestation visible. La vie est la racine de toute existence et le non-vivant, la nature inerte, ne sont rien de plus que de la vie retombée. L'être pur et simple, c'est le non-être de la vie, car celle-ci, et c'est pourquoi elle a dans la pensée du XIXe siècle. Une valeur radicale et à la fois le noyau de l'être et du non-être. Il n'y a d'être que parce qu'il y a vie, et dans ce mouvement fondamental qu'il est vu à la mort. Les êtres dispersés et stables un instant se formant, s'arrêtant, la figeant et en un sens la tuant, mais sont à leur tour détruits par cette force inépuisable. L'expérience de la vie se donne donc comme la loi la plus générale des êtres. La mise à jour de cette force primitive à partir de quoi ils sont. Elle fonctionne comme une ontologie sauvage qui chercherait à dire l'être et le non-être indissociable de tous les êtres. Mais cette ontologie dévoile moins ce qui fonde les êtres que ce qui les porte un instant à une forme précaire et secrètement déjà les mine de l'intérieur pour les détruire par rapport à la vie. Les êtres ne sont que des figures transitoires et l'être qu'ils maintiennent pendant l'épisode de leur existence n'est rien de plus que leur présomption, leur volonté de subsister si bien que pour la connaissance, l'être des choses est illusion, voile qu'il faut déchirer pour retrouver la violence muette et invisible qui les dévore dans la nuit. L'ontologie de l'anéantissement des êtres vaut donc comme critique de la connaissance. Mais il ne s'agit pas tant de fonder le phénomène, d'en dire à la fois la limite et la loi, de la rapporter à la finitude qui le rend possible, que de le dissiper et de le détruire comme la vie elle-même détruit les êtres, car tout son être
n'est qu'apparence. On voit se constituer ainsi une pensée qui s'oppose presque en chacune de ces termes à celle qui était liée à la formation d'une historicité économique. Cette dernière, nous avons vu qu'elle prenait appui sur une triple théorie des besoins irréductibles, de l'objectivité du travail et de la fin de l'histoire. Ici, nous voyons au contraire se développer une pensée où l'individualité, avec ses formes, ses limites et ses besoins, n'est qu'un moment précaire, promis à la destruction, formant en tout et pour tout un simple obstacle qu'il s'agit d'écarter sur la voie de cet anéantissement, une pensée où l'objectivité des choses n'est qu'apparence, chimère de la perception, illusion qu'il faut dissiper et rendre à la pure volonté son phénomène qui les a fait naître et les a supportés un instant. Une pensée enfin pour laquelle le recommencement de la vie, ses reprises incessantes, son obstination excluant qu'on lui pose une limite dans la durée, d'autant plus que le temps lui-même, avec ses divisions chronologiques et son calendrier quasi-spatial, n'est sans doute pas autre chose qu'une illusion de la connaissance. Là où une pensée prévoit la fin de l'histoire, l'autre énonce l'infini de la vie. Où l'un reconnaît la production réelle des choses par le travail, l'autre dissipe les chimères de la conscience, où l'un affirme avec les limites de l'individu les exigences de sa vie, l'autre les efface dans le murmure de la mort. Cette opposition est-elle le signe qu'à partir du XIXe siècle, le champ du savoir ne peut plus donner lieu à une réflexion homogène et uniforme en tous ses points? Faut-il admettre que désormais, chaque forme de positivité à la philosophie qui lui revient, l'économie, celle d'un travail, marquait un signe de besoin, mais promis finalement à la grande récompense du temps, la biologie, celle d'une vie marquée par cette continuité qui ne forme les êtres que pour les dénouer, et se trouve affranchie par là de toutes les limites de l'histoire, et les sciences du langage, une philosophie d'écriture
de leur relativité et de leur pouvoir singulier de manifestation, Part 4, BOP. Mais le point décisif qui éclairera tout, c'est la structure interne des langues ou la grammaire comparée, laquelle nous donnera des solutions toutes nouvelles sur la généalogie des langues, de la même manière que l'anatomie comparée a répandu au grand jour sur l'histoire naturelle. Schlegel le savait bien, la constitution de l'historicité dans l'ordre de la grammaire s'est fait selon le même modèle que dans la science du vivant. Et à vrai dire, il n'y a cela rien de surprenant puisque tout au long de l'âge classique, les mots dont on pensait que les langues étaient composées et les caractères par lesquels on essayait de constituer un ordre naturel ayant reçu identiquement le même statut, il n'existant que par la valeur représentative qu'ils détenaient et le pouvoir d'analyse, de redoublement de composition et de mise en ordre qu'on leur reconnaissait à l'égard des choses représentées. Avec Jussieu et Lamarck d'abord, avec Cuvier ensuite, le caractère avait perdu sa fonction représentative. Ou plutôt, s'il pouvait encore représenter et permettre d'établir des relations de voisinage ou de parenté, ce n'était pas par la vertu propre de sa structure visible, ni des éléments descriptibles dont il était composé, mais parce qu'il avait d'abord été rapporté à une organisation d'ensemble et à une fonction qu'il assure de façon directe ou indirecte, majeure ou collatérale, primaire ou secondaire. Dans le domaine du langage, le mot subit, à peu près à la même époque, une transformation analogue. Bien sûr, il ne cesse pas d'avoir un sens et de pouvoir représenter quelque chose dans l'esprit de qui l'utilise ou l'entende. Mais ce rôle n'est plus constitutif du mot dans son être même, dans son architecture essentielle, dans ce qui lui permet de prendre place à l'intérieur d'une phrase
et de s'y lier avec d'autres mots plus ou moins différentes. Si le mot peut figurer dans un discours où il veut dire quelque chose, ce ne sera pas par la vertu d'une discursivité immédiate qu'il détiendrait en propre et par droit de naissance, mais parce que dans sa forme même, dans les sonorités qui le composent, dans les changements qu'il subit selon la fonction grammaticale qu'il s'occupe, dans les modifications enfin auxquelles il se trouve soumis à travers le temps. Il obéit à un certain nombre de lois strictes qui régissent de façon semblable tous les autres éléments de la même langue. Si bien que le mot n'est plus attaché à une représentation que dans la mesure où il fait partie d'abord de l'organisation grammaticale par laquelle la langue définit et assure sa cohérence propre. Pour que le mot puisse dire ce qu'il dit, il faut qu'il appartienne à une totalité grammaticale qui, par rapport à lui, est première, fondamentale et déterminante. Ce décalage du mot, cette sorte de saut en arrière hors des fonctions représentatives, a été certainement vers la fin du XVIIIe siècle un des événements importants de la culture occidentale. Un dossier aussi qui est passé le plus inaperçu. On porte volontiers attention au premier moment de l'économie politique, à l'analyse par Ricardo de la rente foncière et du coût de production. On reconnaît ici que l'événement a eu de grandes dimensions puisque, de proche en proche, il a non seulement permis le développement d'une science, mais aussi entraîné un certain nombre de mutations économiques et politiques. On ne néglige pas trop non plus les formes nouvelles prises par les sciences de la nature. Et s'il est vrai que par une illusion rétrospective, on valorise la marque aux dépens de Cuvier. S'il est vrai qu'on se rend mal compte que la vie attend pour la première fois avec les leçons d'anatomie comparée sont seules de positivité. On a cependant la conscience au moins diffuse que la culture occidentale s'est mise à porter. De ce moment-là, un regard neuf sur le monde du vivant. En revanche, l'isolement des langues indo-européennes
la constitution d'une grammaire comparée, l'étude des flexions, la formulation des lois d'alternance vocalique et de mutation consonantique. Bref, toute œuvre philologique de Grimm, de Schlegel, de Rask et de Bopp demeure dans les marges de notre conscience historique, comme si elle avait seulement fondé une discipline un peu latérale et ésotérique, comme si, en fait, ce n'était pas tout le mode d'être du langage et du nôtre qui s'était modifié à travers eux. Sans doute, ne faut-il pas chercher à justifier un tel oubli en dépit de l'importance du changement, mais au contraire à partir d'elle et de l'aveugle proximité que cet événement conserve toujours, pour nos yeux mal détachés encore de leur lumière accoutumée. C'est quoi l'époque même où il s'est produit? Il était déjà enveloppé, sinon du secret, du moins d'une certaine discrétion. Peut-être les changements dans le mode d'être du langage sont-ils comme les altérations qui affectent la prononciation, la grammaire ou la sémantique. Aussi rapides qu'ils soient, ils ne sont jamais clairement saisis par ceux qui, parlant et dont le langage pourtant véhicule déjà ces mutations. On ne prend conscience que de biais par moment. On ne prend conscience que biais par moment. Et puis la décision n'est finalement indiquée que sur le mode négatif, par la désuétude radicale et immédiatement perceptible du langage qu'on employait. Il n'est sans doute pas possible à une culture de prendre conscience d'une manière thématique et positive que son langage cesse d'être transparent à ses représentations pour s'épaissir et recevoir une pesanteur propre. Quand on continue à discourir, comment serait-on, sinon à travers quelques indices obscurs, qu'on interprète à peine et mal, que le langage, celui-là même dont on se sert, est en train d'acquérir une dimension irréductible à la pure discursivité. Pour toutes ces raisons, sans doute,
La naissance de la philologie est restée dans la conscience occidentale beaucoup plus discrète que celle de la biologie et de l'économie politique, alors qu'elle faisait partie du même bouleversement archéologique, alors que peut-être ses conséquences se sont étendues beaucoup plus loin encore dans notre culture, au moins dans les couches souterraines qui la parcourent et la soutiennent. Cette positivité philologique, comment s'est-elle formée? 4 segments théoriques nous en signalant la Constitution au début du XIXe siècle. À l'époque de l'essai de Schlegel sur la langue et la philosophie des Indiennes, 1808, de la Deutsche Grammatik de Grimm, 1818, et du livre de Bopp sur le système de conjugation du sanskrit, 1816. Le premier de ces segments concerne la manière dont une langue peut se caractériser de l'intérieur et se distinguer des autres. À l'époque classique, on pouvait définir l'individualité d'une langue à partir de plusieurs critères. Proportions entre les différentes sont utilisées pour former des mots. Il y a que des langues à majorité vocalique et d'autres à majorité consonantique. Privilège accordé à certaines catégories de mots. Langue à substantif concret. Langue à substantif abstrait, etc. Manière de représenter les relations par des prépositions ou par des déclinaisons. Disposition choisie pour mettre les mots en ordre, soit qu'on place d'abord, comme le français, le sujet logique, ou qu'on donne la préséance aux mots les plus importants, comme en latin. Ainsi, on distinguait les langues du Nord et celles du Midi, celle du sentiment et celle du besoin, celle de la liberté et celle de l'esclavage, celle de la barbarie et celle de la civilisation, celle de raisonnement logique et celle de l'argumentation rhétorique. Toutes ces distinctions entre les langues ne concernaient jamais que la manière dont elles pouvaient analyser la représentation, puis en composer les éléments. Mais à partir de Schlegel, les langues, au moins dans leur typologie la plus générale, se définissant par la manière dont elles lient les unes aux autres les éléments proprement verbaux qui la composent. Parmi ces éléments, certaines, bien sûr, sont représentatifs,
Ils possèdent en tout cas une valeur de représentation qui est visible, mais d'autres ne détiennent aucun sens et servant seulement par une certaine composition à déterminer le sens d'un autre élément dans l'unité du discours. C'est ce matériau fait du nom, de verbes, de mots en général, mais aussi de syllabes, de sons, que les langues unissant entre eux peuvent former des propositions et des phrases. Mais l'unité matérielle constituée par l'arrangement des sons, des syllabes et des mots n'est pas régie par la pure et simple combinatoire des éléments de la représentation. Elle a ses principes propres et qui diffèrent dans les diverses langues. La composition grammaticale a des régularités qui ne sont pas transparentes à la signification du discours. Or, comme la signification peut passer à peu près intégralement d'une langue dans une autre, ce sont ces régularités qui vont permettre de définir l'individualité d'une langue. Chacune a un espace grammatical autonome. On peut comparer ces espaces latéralement, c'est-à-dire d'une langue à l'autre, sans avoir à passer par un milieu commun qui serait le champ de la représentation avec toutes ses subdivisions possibles.